Espace de non-droit, grève récurrente, perversion, bref, c'est l'image hideuse que présentait l'université de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Cocody. Les deux piliers de l'institution universitaire, l'enseignement et la recherche étaient en deçà des standards internationaux. La crise post-électorale viendra sonner le glas de cette université. Le gouvernement décide alors de prendre les choses en main en lançant un programme de réhabilitation avec à la clé la mise en route de plusieurs réformes. Quel bilan à mi-parcours et quels sont les défis qui attendent l'enseignement supérieur ivoirien? Les grands chantiers de l'enseignement supérieur face aux défis de l'émergence de la Côte d'Ivoire, thème de la rencontre de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission RTI 1 reçoit. Invité le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Ibrahima Bakongo, que je vous propose de découvrir dans ce portrait signé Hervé Blé. Déjà 8 ans que Ibrahima Cissé Bakongo est membre du gouvernement. Entré au gouvernement depuis décembre 2005, Ibrahima Cissé Bakongo occupe le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, la journée de travail commence assez tôt. Présent au bureau avant 7 h, il attend que sonne 7h30 pour faire le tour des bureaux de ses différents collaborateurs. L'occasion pour lui, tout en s'assurant de leur présence, de maintenir des relations cordiales avec chacun. Une fois la prise de contact quotidienne effectuée avec ses collaborateurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se plonge alors dans ses dossiers. Il le fait avant d'honorer ses rendez-vous à son bureau du 20e étage de la Tour C, à la cité administrative au Plateau. Docteur en droit, Ibrahima Cissé Bakongo est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'ESS, spécialité droit des affaires internationales. Il est également titulaire d'un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Des diplômes obtenus à l'Université des sciences sociales de Toulouse 1, Arsenal. Avant son entrée au gouvernement, Ibrahima Cissé Bakongo a exercé de 1993 à 2005 comme juriste conseil d'entreprise au cabinet C2A, membre du réseau KPMG. L'invité de RTI 1 reçoit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahima Cissé Bakongo, député de Koumassi, sous la bannière du RDR, est marié et père de 5 enfants. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Victorien. Alors, vous aurez tout à l'heure face à vous 3 confrères qui vont défiler. Il y a Félix Boni du quotidien L'Inter, Flora Balogueil de Radio Côte d'Ivoire et Sylvie Touré de RTI 1. Et puis Gabriel Zanier est au studio A pour enregistrer les questions des téléspectateurs. Et c'est au 22 40 12 50. L'obsolescence des infrastructures, s'il vous plaît, excusez, c'est plutôt, je suis en train de donner le deuxième lead, on n'est pas encore au deuxième chapitre. Invité le ministre Cissé Bakongo, comme on l'a dit. Alors, l'obsolescence des infrastructures et des équipements ont amené le gouvernement à se pencher sur la réhabilitation des bâtiments et des cités universitaires. Je vous propose tout de suite de suivre les précisions du chef du service de la décentralisation des universités, le docteur Nguessan Kwame. Un travail de remise à niveau des capacités d'accueil. C'est en cela que consiste la réhabilitation, c'est-à-dire réhabiliter les équipements, les infrastructures qui existaient pour leur donner leur pleine capacité d'accueil. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de capacité d'accueil. Sauf que sur ce point précis, on peut dire que l'ajout de l'ex-ESIE de Benjerville, qui ne figurait pas dans le patrimoine des universités, a consisté en quelque sorte une petite augmentation de capacité d'accueil, et les bâtiments du district d'Abidjan qui ont été construits sur le campus de Cocody ont aidé aussi à accroître quelque peu la capacité d'accueil. Sinon, sur le plan général, il n'y a pas eu de nouvelles constructions. On a donc réhabilité les bâtiments académiques, on a réhabilité les résidences universitaires pour leur donner leur pleine capacité et les rééquiper avec du matériel nouveau en termes de mobilier.
équipement technique de laboratoire de TP et équipement didactique pour permettre une bonne rentrée universitaire. À Abidjan en particulier, cette réhabilitation a connu plusieurs phases parce qu'il fallait faire dans l'urgence pour ne pas perdre trop d'années universitaires. Donc dans la première phase, on n'avait pas tenu compte de toutes les résidences universitaires d'Abidjan. Ça a commencé d'abord par le campus, les résidents du campus. Après, on a ajouté toutes les résidences de Cocody. Mais actuellement, les réhabilitations n'ont pas encore touché les résidences qui sont en dehors de Cocody, c'est-à-dire Port-Boué, Vridi, 220 logements, Williamsville et Abobo. À l'intérieur, Boaké, le campus 1 a été entièrement réhabilité. Le campus 2, qui était complètement à l'abandon et qui, dans notre esprit même, ne faisait plus partie du patrimoine puisqu'il est complètement détruit, a été ressuscité au cours de ces réhabilitations. À Daloa, tous les bâtiments ont été réhabilités, y compris les résidences universitaires. À Korogo, les bâtiments ont été réhabilités, y compris les résidences qui sont au lycée Houphouët-Boigny, qui servaient de résidence pour les étudiants. Disons que sur les campus en général, les bâtiments qui étaient en construction, en souffrance depuis un moment, depuis longtemps d'ailleurs, qui n'avaient pas été achevés, ont bénéficié de ces réhabilitations, ont été achevés pour faire partie du patrimoine. Mais il n'y a pas eu, et je le répète, d'initiative nouvelle pour entreprendre une construction qui n'existait pas. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous allez approfondir ce sujet-là, ce chapitre avec Flora Balo. Mais l'actualité récente relative à l'enseignement supérieur, c'est le retour de la violence. Et cette fois, le ministre que vous êtes a évité de justesse un lynchage à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est cela le départ nouveau. La montagne a-t-elle accouché d'une souris? Mais que s'est-il passé, monsieur le ministre? Merci, Victoria. Je ne veux pas, Victoria, désespérer à travers donc cet événement malheureux du 13 mai 2013. Je ne vais pas désespérer. Je ne vais pas désespérer, je veux dire par là tout simplement que nous venons de très 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 loin. Nous venons de très loin depuis les années 90 où notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique a commencé à rentrer dans un cycle de tourbillon. Malheureusement, un cycle qui ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que la crise post-électorale sonne complètement le glas à ce système. Tout était fait pour que nous ne puissions pas reprendre le chemin des universités si tôt. Ayant fait ce que nous avons fait, malheureusement, nous ne pouvions pas tout terminer dans les meilleures conditions à temps. Nous avions espéré en tous les cas que la population ivoirienne, les parents d'étudiants, les étudiants, l'opinion publique de façon générale apprécierait tout l'effort qui a été fait par le gouvernement ivoirien. Malheureusement, il reste encore un geste de violence, mais j'espère que ce qui s'est passé le 13 mai dernier va rester quelque chose d'anecdotique. Parce que depuis, les étudiants eux-mêmes ont décidé de prendre le taureau par le cornes en faisant leur meilleur culpa. Ensuite, en signant, nous allons certainement revenir là-dessus, une charte dite charte Alassane Salif Ndiaye contre la violence en milieu universitaire. Alors, donc je ne désespère pas. Alors, monsieur le ministre, pourquoi avez-vous pris le risque d'aller parler aux étudiants seul? Ben, écoutez, c'est ma nature. Des étudiants surexcités. Ma nature est ainsi faite. Dieu a fait chacun comme il est. Et moi, ma nature est ainsi faite. Je n'ai pas considéré qu'il y avait un danger ce jour-là, d'autant plus que j'ai l'habitude de m'adresser à ces étudiants. Nous échangeons. Nous sommes souvent ensemble. Et j'ai été surpris de la réaction. Ce n'était pas un acte de bravage, ce n'était pas un acte inconscient. Pour moi, je partais tout simplement écouter les étudiants, recenser, accompagné que j'étais avec Madame la Présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny, recenser leurs problèmes, leurs préoccupations de sorte à ce qu'en retournant au cabinet, nous puissions adresser chacune de ces préoccupations
et apporter une réponse adéquate. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme j'avais prévu, mais écoutez, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a tout de même eu des sanctions. Êtes-vous satisfait? Satisfait ou pas satisfait, pour moi, n'est pas une préoccupation particulière. Ma préoccupation, c'est que nous sommes dans un état de droit. Il faut donner force à la loi chaque fois qu'elle doit s'appliquer. Il faut éviter l'impunité, parce que c'est l'impunité qui est mère de tout le reste, hein, du désordre, des crimes, et donc que des sanctions aient été prises, qu'elles aient été suffisantes ou pas, à la limite, puisqu'elles ont été prises par les autorités compétentes, c'est elles seules qui en jugent. Alors, pour clore justement ce chapitre, je vous voudrais de ne pas vous poser cette question. Vous êtes accusé d'avoir mandaté des loubas, fussent-ils des étudiants, pour vous venger, et c'est ce qui a provoqué la violence entre groupes d'étudiants, confirmant ainsi l'image de l'homme violent qu'on vous prête. Aujourd'hui, regardez droit dans les yeux des Ivoiriens et dites votre part de vérité. Mais je voudrais dire, Victorien, que deux mercenaires envoyés par un groupe d'étudiants prétendument partisans de Cissé Bakongo ont été arrêtés, ont été jugés et sont aujourd'hui à la MACA parce qu'ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Celui qui les a mandatés est actuellement recherché. J'ai donné tout son signalement au ministre de l'Intérieur, également au premier responsable du CCDO, du Centre de commandement des opérations, le colonel Kouyaté. Pour le reste, ce n'est pas le mot violent qui me définit. Non, c'est l'image que il y a d'autres mots, il y a d'autres mots qui me définissent. Je suis passionné, ça c'est vrai. Oui. Je suis volontaire, ça c'est vrai. Je suis entêté, ça c'est vrai. Je suis acharné au travail, je suis particulièrement engagé. Mais violent, je ne l'ai jamais été. Bon, je laisse le soin à ceux qui m'ont dépeint ainsi, la responsabilité de leurs propos, mais l'histoire nous regarde. Merci, monsieur le ministre. Alors, Flora, le ministre de l'Enseignement supérieur est à vous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Flora. On va rester un peu sur ce sujet. La FESI qu'on a connue a toujours été accusée d'être l'épicentre de la violence à l'université. La FESI qui, semble-t-il, est morte de sa belle mort sur les campus. Quelle est cette organisation ou qui parraine la violence? La FESI, vous dites, elle est morte de sa belle mort. Je voudrais bien constater sa mort pour la célébrer, pour tout ce que la FESI a fait à notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique. Actuellement, les mouvements que nous avons constatés, les mouvements que nous constatons, les mouvements de violence que nous constatons, sont des mouvements dus à des organisations d'étudiants qui, disent-elles, veulent être habillés dans le manteau que la FESI portait. Parce que, selon elles, le régime actuellement en place serait donc le régime pour lequel elles se sont battues. Alors, bien évidemment, moi qui ai combattu la violence du temps où la FESI était la FESI triomphante, pour parler ainsi, je ne peux pas admettre aujourd'hui qu'une organisation cherche à mettre ses pas dans les pas de la FESI dans la violence. Donc, je suis opposé, et farouchement opposé donc, à toutes les pratiques de ces organisations. C'est pour cette raison que, de proche en proche, je vais dire de rencontre en rencontre, organisée entre les différentes organisations d'étudiants, j'ai réussi à les mettre tous ensemble. De qui s'agit-il? Il y a la LIGES. La LIGES, c'est-à-dire la Ligue ivoirienne des groupements estudiantins et scolaires, composée
des radicaux parmi les radicaux de la FESI qui ne se retrouvent plus ni dans la ligne, ni dans la façon donc, de combattre de la FESI, qui ont décidé de créer cette organisation pour prendre le flambeau, avec exactement les mêmes insignes, avec les mêmes symboles, avec le même cri de guerre. Donc nous avons fait en sorte que cette organisation puisse rentrer aussi dans les rangs. Hier, l'organisation en question était au cabinet à la remise des conclusions du séminaire qui a eu lieu les samedis et dimanches derniers à l'hôtel Résidence Bellecote. Justement, pour parler de la charte de non-violence, Salif Ndiaye, qui a été signée par une vingtaine d'organisations syndicales. En moins d'un an, on a eu droit à 2 chartes signées. Vous êtes la tutelle et on est tenté de se demander quelle sincérité des signataires. Il n'y a pas eu en réalité 2 chartes qui ont été signées. Il y a eu une seule charte qui a été signée, qui a tout simplement été revisitée lors de ce séminaire dont je viens de parler samedi et dimanche dernier. En fait, la charte a été signée sous l'œil vigilant, paix à son âme, du professeur Salif Ndiaye. Et malheureusement, toutes les organisations qui pouvaient être considérées comme intéressées à la signature de cette charte n'étaient pas signataires. Donc, le samedi dernier, ça a été l'occasion pour ces organisations de signer aussi la charte. Finalement, vous êtes sûr de la sincérité de ces signataires? Je suis sûr de la sincérité donc, de cette charte pour une raison simple. C'est que les étudiants eux-mêmes, assistés du conseiller du président de la République chargé des questions de jeunesse et de sport et de certains de mes collaborateurs, ont mis en place un comité ad hoc. Un comité ad hoc ayant un délai de 3 mois pour contribuer à la mise en place d'un observatoire de suivi de la charte. Ce comité ad hoc est dirigé par un ancien donc, de la FESI qui se trouve sur le plateau ici, juste derrière moi. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont décidé de mettre ce comité en place, qui ont décidé de faire en sorte que ce comité puisse aller le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 3 mois, pour la mise en place d'un observatoire, lequel va s'assurer du suivi de la mise en œuvre donc, de la charte. Donc c'est autant de raisons qui me font dire que pour cette fois, ils sont sincères. Et nous devons en tout cas les encourager à aller de l'avant. De bonnes actions à l'université. Comment peut-on entrer, braquer et ressortir aussi facilement dans nos universités, Monsieur le ministre? Oui, je le disais à un de vos confrères, la sécurité dans nos universités, dans nos grandes écoles, aussi bien publiques que privées, ne doit pas être regardée différemment de ce qu'est la sécurité dans l'ensemble du pays. Il y a beaucoup d'améliorations au plan national, mais il reste encore beaucoup à faire. En tout cas, à l'université, je vais dire dans les universités, les dispositions sont prises. Nous avons sans doute accusé du retard dans la mise en place de ce que nous appelons la police universitaire, c'est-à-dire qui est une police dédiée spécialement à nos universités. Le retard est dû au fait tout simplement que nous recherchions le financement donc, de cette police, ce qui a été obtenu grâce donc, à l'accord du Conseil des ministres, qui a donc décidé de soutenir financièrement la mise en place donc, de cette police. Ce sera une police forte de 1530 éléments, 1530 éléments déployés sur l'ensemble des campus universitaires du pays. Pour le moment, nous ne sommes qu'à la phase, j'allais dire, pilote. En pareille situation, il y a toujours quelques flottements. Mais d'ici la rentrée prochaine, je crois que nous serons en vitesse de croisière. La police universitaire, d'ailleurs, comme l'ont demandé les étudiants, eux-mêmes, va se substituer à toutes les forces qui sont actuellement sur le campus. Je veux parler à Félix Faubagny, en tout cas ici, des FRC qui sont aux entrées, mais aussi des agents de sécurité en jaune qui sont aussi aux entrées.
Donc la police universitaire va se substituer à toutes ces forces. Le départ nouveau, M. Cissé Ibrahima, de nos universités a été marqué par une réhabilitation sans précédent. On parle de centaines de milliards. Quel est le chiffre exact? Quel est le montant de ces réhabilitations? Le montant précis des travaux de réhabilitation, je vais être, avec votre permission, allez-y, monsieur. Je vais être assez précis. Le montant, c'est 111 milliards 905 millions. Vous nous dites comment c'est réparti? Alors, ces 111 milliards 905 millions comprennent 19 milliards pour les équipements. 19 milliards pour les équipements. Comprennent 18 milliards pour l'État de Côte d'Ivoire au titre de la TVA sur les travaux d'infrastructure et 1,8 milliard environ pour les droits de douane des équipements qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Ces équipements, ce sont les équipements de laboratoire, ce sont les ordinateurs et tout ce que vous voulez. Donc, les 111 milliards comprennent ces deux montants. Je répète bien, 19 milliards pour les équipements, 18 milliards pour l'État au titre de la TVA et des droits de douane. Alors, le différentiel entre ces différents montants est réparti sur l'ensemble des universités de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'université Félix Houphouët-Boigny, Cocody, avec ces deux annexes. Une annexe, c'est-à-dire l'ex-ESIE de Bergerville, qui a été totalement réhabilitée, pour ne pas dire ressuscitée. L'autre annexe, c'est l'IHA à Trècheville, aussi ressuscitée. C'est l'université Nangui Abrogwa, avec son antenne d'Abobo, le lycée moderne d'Abobo, ressuscité, totalement ressuscité. C'est aussi les différentes résidences, la Cité Rouge, ici à Cocody, la Cité Mermoz à Cocody, la Cité Saint-Jean à Cocody, la Cité de la Riviera 2 à Cocody. À l'intérieur du pays, c'est l'université Alassane Ouattara. Alors, le directeur de la décentralisation des universités l'a dit tout à l'heure dans votre élément, le campus 2 de cette université, nous l'avions en tout cas déclaré mort, hors service. Or, ce campus 2 a été totalement réhabilité. C'est également l'université Péliforogon Koulibaly de Korogo, c'est l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. C'est donc toutes les universités de Côte d'Ivoire qui ont été réhabilitées et dont les travaux de réhabilitation coûtent le montant qui constitue la différence entre 111 milliards et les parts de l'État et les parts de l'État et donc il ne s'agit pas de l'université Félix Houphouët-Boigny seul. Loin s'en faut, très loin s'en faut. Il ne s'agit pas des travaux de réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny, il s'agit des travaux de réhabilitation donc, de toutes les universités. J'ai failli oublier l'ENS qui ne faisait pas partie donc, des travaux, mais qui a dû être intégré parce que réhabiliter l'université Félix Houphouët-Boigny et laisser l'ENS dans l'état où se trouvait cette école, cela, je crois, allait être une fausse note. Donc nous avons dû intégrer l'ENS également. Donc l'ENS fait partie donc, des travaux de réhabilitation. Donc plus de 111 milliards de francs CFA, mais les commodités dites de la vie courante sont très souvent absentes, notamment les toilettes, le transport, la fontaine, les commerces, le restaurant le plat à 1000 francs. Monsieur le ministre, on se demande finalement pourquoi tout cet argent décaissé. Bon, je suis chaque fois contrarié quand cette question m'est posée, parce que je me suis retrouvé en fait en lead dans ces travaux ou dans le suivi de ces travaux par nécessité. 2 fois par nécessité, parce que le président de la République, en m'instruisant de faire en sorte que les universités rouvrent leurs portes au 3 septembre, le délai qui m'était imparti, c'était 10 mois. Alors, est-ce que je devrais
me mettre à l'abri d'un collaborateur pour attendre que les travaux finissent et venir ensuite constater qu'il n'avait pas démarré. Je n'ai pas préféré donc cette option. J'ai décidé donc d'être moi-même à la tâche. Et donc, m'étant mis à la tâche, tout s'est passé comme si j'étais devenu l'entrepreneur. Vous êtes la tutelle. Deuxième nécessité, à l'époque, les universités, en tout cas celle d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrougua, n'avaient pas de président. La présidente ici présente n'était pas nommée, le président Tano Yao n'était pas nommé, et il n'y avait pas de président. Il fallait donc que je sois là pour ces deux raisons. D'abord pour m'assurer que les travaux iraient à leur terme dans le délai, ensuite faire en sorte de me substituer au président qui n'avait pas été nommé. Alors, cela dit, nous avons fait les travaux à la date d'aujourd'hui. L'entreprise est encore sous garantie, c'est-à-dire qu'après les travaux, il y a 1 an de garantie. L'entreprise est obligée de corriger toutes les malfaçons, de corriger toutes les imperfections, de satisfaire à tous les besoins non satisfaits pendant le délai d'1 an. Donc nous faisons, en tout cas par le biais de Madame la Présidente et des autres présidents, le recensement des difficultés qui sont identifiées au fur et à mesure pour les reporter à l'entreprise, à charge pour elle de les corriger. Pour le reste, sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny, il y avait, au moment du démarrage des travaux, 35, je prends seulement cet exemple, 35 toilettes. Ces 35 toilettes, il n'est pas sûr que les 3 quarts étaient fonctionnels au moment où la crise de post-électorale éclatait. Il n'est pas sûr que les 3 quarts de ces toilettes fonctionnaient. En tout cas, pour ma part, à la faculté de droit où j'ai enseigné, aucune toilette ne marchait. À la date d'aujourd'hui, les 35 toilettes ont toutes été réhabilitées. J'irais même jusqu'à dire que le calpinage dans ces toilettes est même de meilleure qualité que le calpinage dans Monsieur le ministre, 60 000 étudiants pour 35 toilettes, c'est pas peu. Ensuite, quand notre attention a été attirée donc, sur le fait que, malgré cela, les étudiants n'arrivaient pas à satisfaire à leurs besoins, parce que effectivement, on a beau avoir 35 toilettes, quand vous êtes pris d'un besoin pressant, que vous ne pouvez pas le satisfaire, ben, tout se passe comme s'il n'y avait pas de toilettes. Absolument. Voilà. Donc, lorsque nous avons été informés donc, de cette situation, nous avons demandé à l'entreprise de faire en sorte de répondre à cette préoccupation. À la date d'aujourd'hui, 32 toilettes supplémentaires ont été déployées sur le campus, 22 sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny et les autres sur les autres campus. Ces 22 vont être raccordés très bientôt. Je crois que ces 22 toilettes plus les 35 et ensuite avec les toilettes des résidences lorsqu'elles vont ouvrir devraient suffire normalement pour faire face à la charge que va constituer donc l'utilisation par tous les 62 000 étudiants. Monsieur le ministre, à quand l'entrée en résidence universitaire? En une minute. À quand l'entrée dans les résidences universitaires? Je confesse que c'est une colle. C'était prévu pour le 1er juin. Voilà, je confesse que c'est une colle parce que cela relève du pouvoir et seulement du pouvoir exclusif du directeur du CROU. Mais je peux vous dire tout simplement que le directeur du CROU avait déjà fait les attributions de chambre, lorsque il lui est revenu que des étudiants se plaindraient de ce que les chambres auraient été attribuées, pour certaines à des vagabonds, pour d'autres à des FRC. Et donc je lui ai demandé de regarder la liste
d'attribution pour ne pas que nous nous retrouvions dans une situation encore compliquée à gérer. Oui, monsieur le ministre, pendant ce temps, les étudiants, ils vont... On termine sur ce point, on passe au téléphone. Pendant ce temps, les étudiants, ils prennent les cours. Comment est-ce qu'ils doivent être efficaces? Comment est-ce qu'ils doivent être efficaces? Oui, ben, tous les étudiants, madame, tous les 62 000 étudiants ne sont pas en résidence. Tous les étudiants ne sont pas en résidence et il n'est pas prouvé statistiquement que les étudiants qui seront en cité, qui sont en cité sont plus efficaces que ceux qui ne sont pas en cité. Peut-être quelquefois même l'adversité des conditions dans lesquelles les étudiants travaillent aiguise leur appétit d'apprendre et donc les pousse à aller le plus loin possible donc, dans leurs efforts. Alors, 22 40 12 50, nous allons nous adresser à Gabrielle Zani en studio A si elle a relevé quelques questions. Bonsoir Victorien et bonsoir à tous. Effectivement, les réactions sont nombreuses concernant ce premier point du sujet du jour et d'autres points que vous avez évoqués lors de l'entretien avec le ministre. Alors, la première question est de Kone Fatou. Elle est étudiante en faculté de droit et nous appelle de Cocody. Alors, Kone Fatou, d'abord pose une question de savoir, est-ce que le ministre a vraiment vérifié si les toilettes sont fonctionnelles à la faculté de droit? Parce qu'elle relève que des toilettes ne sont pas fonctionnelles. Et dans les amphithéâtres également, elle relève un fait, c'est que les micros ne sont pas fonctionnels, ce qui ne permet pas aux professeurs, ce qui empêche les professeurs de dispenser les cours. Voilà pour cette première personne. Alors, le deuxième appelant est M. Kofi Kra. M. Kofi Kra, il appelle de la Riviera. Alors, il veut savoir pourquoi les opérations d'admission en résidence universitaire ont été suspendues. Donc, je reprends. Il veut savoir pourquoi les opérations d'admission en résidence universitaire ont été suspendues. Le troisième appelant, alors, c'est M. Elvis Yao. Il appelle de Bouna. Et sa question est: pourquoi les syndicats des étudiants ne s'unissent pas pour former un seul syndicat? Donc, qu'est-ce que le ministre attend de faire par rapport à cette situation? Le quatrième appelant, c'est M. Palais-Sier. Il appelle d'Angré. Il demande quelle stratégie le ministre met en place pour éviter une année blanche au cours de l'année 2012-2013 en faculté de lettres modernes. Et il précise que toutes les années sont concernées, toutes les étapes de la faculté sont concernées par cette année blanche. Nous avons un dernier appelant, c'est M. Dany Alain. Il appelle de la Riviera 3. Alors, il veut savoir, est-ce que c'est obligé pour les étudiants de faire de la politique à l'école? Selon Dany Alain, la liberté accordée aux étudiants d'exprimer leurs opinions politiques serait à l'origine du retour de la violence dans les universités. Je pense que ce sont ces 5 questions que nous avons relevées pour l'instant. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission Débat RTI 1 reçoit. Alors, Victorien Ngwa, vous avez l'antenne. Merci Gabriel. Monsieur le ministre, la première question de Kone Fatou de Cocody, est-ce que le ministre a vérifié si les toilettes, sont en l'état, sont fonctionnelles? En fait, est-ce que les travaux sont vraiment achevés? Bon, Victorien, avant de venir sur ce plateau, encore une fois, bien que ce ne soit pas là mon rôle de ministre, j'ai pris le soin d'appeler le secrétaire général de l'entreprise SIMDCI. Je l'ai appelé pour m'assurer que tout avait été mis en œuvre pour que les critiques qui sont faites de façon récurrente soient traitées. Alors, il m'a dit que tout a été fait et qu'aujourd'hui, de façon précise,
les équipements, hein, les ordinateurs, les 2400 ordinateurs qui ont été déployés, que tout a été, que Cocody a reçu son stock aujourd'hui. Les toilettes, les micros, elle me dit que vraiment il n'y a absolument aucun problème. Mais ça, c'est sur la foi du secrétaire général de l'entreprise SIMDCI, c'est-à-dire l'entreprise adjudicataire du marché. C'est sur sa foi. Je ne suis pas allé moi-même sur le campus pour vérifier qu'effectivement les toilettes sont fonctionnelles. Mais ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'au moment de la réception provisoire des travaux, puisque je me suis quand même assuré avant de quitter le lieu et laisser la place à la présidence donc de faire son travail, j'ai vu qu'il y a à la faculté de droit, il y a des toilettes. Bon, si les toilettes sont fermées, je ne sais pas pourquoi elles sont fermées. Si les toilettes sont fermées, je ne sais pas pourquoi elles sont fermées. Et avec des salles de classe dépourvues de tables-bancs, ça aussi, le secrétaire général de l'entreprise vous a rassuré que dans les jours à venir, on peut avoir des tables-bancs. Vous auriez pu faire un élément cet après-midi même, hein, dans les salles qui étaient vides. Nous vous croyons. Non, mais moi, j'étais au CERCOM le samedi. Ils ont eu une salle de TD. Non, ça c'est... Pratiquement pas de... Non, ça c'est de la préhistoire. Voilà, hein, le samedi, j'y étais. Oui, si, c'est ce que je vous dis. D'accord. Donc, vous nous rassurez qu'à ce niveau, tout est réglé. Ils ont travaillé du samedi, ils ont travaillé samedi, ils ont travaillé dimanche. Nous irons voir. Vous pouvez passer, peut-être même la nuit, là, vous pouvez aller faire un peu. Monsieur le ministre. Voilà, alors, Yakofika, pourquoi les opérations en cité universitaire ont été suspendues, les opérations d'admission en cité universitaire? C'est cela, je crois que vous aviez tenté de répondre tout à l'heure. À cette question. Oui, et les syndicats. Les syndicats, pourquoi ne pas en créer un seul? Alors, je crois que Elvis Yao ferait beaucoup plaisir à Madame la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny ici, qui est engagée donc, dans un processus d'unification, en tout cas, de toutes les organisations syndicales qui sont sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. Bon, c'est une option. Hein, c'est une option. D'ailleurs, l'utilisation du terme syndicat ne me paraît pas appropriée concernant les étudiants. Il s'agit d'organisations, d'associations d'étudiants, pas de syndicats d'étudiants. Bon, c'est un abus de langage qui nous fait dire chaque fois des syndicats. Donc, je suis d'avis avec Elvis Yao, qui serait certainement plus efficace à tout point de vue, aussi bien du point de vue des étudiants que du point de vue de l'administration, qu'il y ait une seule organisation, que l'administration n'ait qu'un seul interlocuteur et que tous les étudiants puissent se reconnaître en une seule organisation. Peut-être que cela serait plus facile pour eux pour faire aboutir leurs revendications. Quelle stratégie pour éviter une année blanche? Une année blanche, oui. Alors, c'est seulement maintenant que je suis informé qu'une année blanche se profile à l'horizon. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le système que nous avons mis en place, il n'y a pas, sans jeu de mots, de place pour les années blanches. Le système LFD, il n'y a pas de place pour les années blanches. Donc, au sortir de cette émission, je verrai avec les autorités des différentes universités, université par université, je verrai avec elles comment la situation évolue. Pour ce que je sais, c'est qu'à Nangui-Abougoua, les choses évoluent bien. À Alassane Ouattara, les choses évoluent également bien. À Félix Houphouët-Boigny, ici, je n'avais pas donc de soucis particuliers. Sauf maintenant que mon attention est attirée sur ce spectre d'une année blanche. Donc je vais prendre attache avec les autorités. Il y a une dernière question, je crois, Alain Dagnès. Pourquoi la politique à l'école? Oui, pourquoi la politique à l'école? En principe, la politique n'a pas sa place à l'école. La politique doit se faire hors des amphis, hors des salles de classe, hors des salles de TD, de TP.
bon, est-ce que nous devons ouvrir ce débat ici? Je crois que non, mais en tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que le management qui est en train d'être mis en place dans nos différentes structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique va à terme vaincre donc la politique à l'école. Parce que les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles devront prendre à main leurs universités et leurs écoles. Prendre en main leurs universités et leurs écoles, c'est faire en sorte que les enseignants fassent plutôt des enseignements, donnent plutôt des enseignements que des meetings dans les amphis et dans les classes. Parce que chacun sera noté en fonction donc, de ses performances, pas politiques mais académiques. Voilà. Donc nous espérons tout simplement qu'avec le nouveau management qui est en train de se mettre en place, nous allons vaincre la politique à l'école. Je ne crois pas qu'à Yamoussoukro, à l'INPHB de Yamoussoukro, qu'on fasse de la politique là-bas. En tout cas, pas avec la nouvelle direction que je voudrais saluer au passage. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour ce chapitre. Merci, Flora. Gouvernance des universités et grandes écoles, réforme pédagogique et académique. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en parle, à retenir les préoccupations de certains acteurs avec Brouléon. Des frais d'inscription de 6 000 francs à 100 000 francs CFA, identification des étudiants pour une meilleure maîtrise des effectifs, réhabilitation des universités et autres infrastructures sociales et sportives. À ces réformes pour remettre à niveau le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'ajoute la gouvernance des universités qui fixe le mode de désignation et de gestion des dirigeants d'établissements. Il a été prévu de nommer des responsables d'institutions sur la base d'un projet qu'ils présenteraient et de leur vision qu'ils auraient pour ces établissements. Alors le ministère de l'Enseignement supérieur a établi une note de cadrage et sur la base de cette note de cadrage, les différents responsables doivent établir donc des plans stratégiques de développement de l'institution. Et donc le plan stratégique, c'est la boussole qui permet donc de définir d'abord la vision générale, mais également des objectifs précis avec des indicateurs de performance sur la base desquels pourront être évalués les résultats obtenus par ces dirigeants. L'introduction des TIC, technologies de l'information et de la communication pour les enseignements à distance et le suivi du cursus des étudiants, ainsi que le système LMD, licence, master, doctorat, sont autant d'autres réformes, mais que de difficultés dans leur mise en œuvre. Jusqu'à ce jour, les étudiants d'Abidjan sont plus portés à faire des photocopies des livres, qu'à acheter des livres, qu'à lire des livres, qu'à travailler de façon personnelle. Alors que le LMD a une part importante qui repose sur le travail personnel. Le système LMD est un système totalement fondé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information. Est-ce que les collègues que nous sommes, nous maîtrisons les outils informatiques pour pouvoir mieux intégrer ce système? Même si nous le maîtrisions, est-ce qu'il y a suffisamment de ces sortes de moyens pour que nous puissions aller de l'avant? Insuffisance d'équipements et d'infrastructures. Face à ces mots qui minent encore le système universitaire ivoirien, que valent les réformes engagées pour, dit-on, un départ nouveau?